Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de Top 42. Alors Top 42, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est très simple, en fait je suis supposément en pause pour créer du contenu un peu plus consistant et tout ça pour la rentrée prochaine et aussi pour le calendrier de l'avant prochain. Mais du coup, comme je voulais pas laisser la chaîne à l'abandon, j'ai décidé de recycler un de mes petits concepts que j'allais avoir très peu de chance de pouvoir faire, à savoir Top 42. Top 42, à la base, je voulais faire en fait une vidéo par semaine pendant une année, où du coup je me laissais 10 semaines, où éventuellement je pouvais ne rien faire. Et puis bon, bah voilà, ça va être mort, donc du coup je vous le recycle ici, en fait sous forme en fait de vidéos qui vont durer en fait du mois de juin à normalement septembre. Voilà, ce qui va permettre d'occuper la chaîne. Donc on va avoir différents tops. Donc le top 42 de mes vilains préférés chez DC, de mes vilains préférés chez Marvel, de mes héros préférés chez DC et de mes héros préférés chez Marvel. Et si jamais ça vous plaît, on pourra tout à fait continuer à faire d'autres top 42 pour plus tard. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première partie du top 42 de mes méchants préférés chez DC Comics. C'est parti! Numéro 42, Mangakan. Oui, comme ça, on sera bien sûr que cette liste sera purement subjective. Mangakan me plaît à moi, et sans doute pas à beaucoup d'autres. Oh, il y aura bien quelques personnes qui se rappelleront avoir rigolé avec le personnage. Moi, je m'en rappelle avec d'autant plus d'affection qu'il représente, pour moi, le meilleur de ma période préférée de la Justice League International. Mangakan, c'est un être gazeux, qui se donne donc une apparence physique grâce à une armure. En plus de ce côté gazeux, le personnage possède aussi des pouvoirs télépathiques et toute une batterie de robots dont les identifiants seront des surnoms de personnalité. Par exemple, le plus connu, Elron, est en fait le diminutif d'un écrivain, Elron Hubbard. Je vous laisse deviner le diminutif pour d'autres robots, comme un certain Kadik ou encore Jilo. Le personnage à la base s'appelait tout simplement Lord Manga, mais est devenu Mangakan parce que Star Trek 2. Ce que j'adore avec le personnage, en plus de me rappeler de très très bons souvenirs, c'est deux choses. De une, c'est un adversaire, mais pas vraiment dans le sens physique du terme. Mangakan, c'est un vendeur-revendeur galactique, dont le but au début est de vendre la Terre à un moment. C'est comme ça que nos héros vont le rencontrer dans Justice League International numéro 14. Et ensuite, il va rester quelqu'un qui vit dans l'univers, va interagir avec beaucoup de gens, que ce soit des vilains, comme Despero, ou bien des héros, comme Mister Miracle. Et va parfois être une épine dans le pied, et parfois un allié pas très sûr. Et c'est ce genre de personnage qui donne de l'ampleur à un univers. Un univers, c'est grand, c'est vaste, et un personnage comme Mangakan montre qu'il y a de la vie un peu partout, même pour les vendeurs gazeux. La deuxième chose que j'adore à propos de Mangakan, c'est qu'il souffre d'une maladie. Une maladie qui le pousse à avoir des éclats de voix, à parler très fort et à faire des monologues endiablés, car il est gazeux, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point la grandeur du soliloque. Bref, vous le remarquerez au fil de ces différents tops, j'ai un faible pour les personnages qui ont un tic de langage ou une façon bien particulière de parler. Bref, pour toutes ces raisons, Mangakan mérite d'être à la 42e place de ce top. Numéro 41, Carmine Falcone. Le romain, c'est le crime à l'ancienne, la mafia, la pègre, la cosa nostra, tout ce que vous voulez, c'est lui. Depuis sa création en 1987, il en est venu à représenter ce personnage-là. Ce qu'il faut voir, c'est que les criminels tout simples, c'était la grosse base des ennemis de Batman pendant plus de 20 ans. Jusqu'à pratiquement la série télévisée des années 60, Batman n'avait pas une grande galerie de vilains. On voyait surtout deux vilains qui revenaient de temps en temps, le Joker et le Pingouin, et des vilains lambda sans pouvoir. Et aussi ce que les scénaristes fumaient pendant la fin du Golden Age, Silver Age, tout ça. Et puis on va commencer à faire revenir des vilains qui étaient jusqu'ici en one-shot, comme l'Homme Mystère, ou bien des personnages qui étaient sortis de l'ombre de la chauve-souris, comme Catwoman qui était partie faire coucou à Wonder Woman ou encore à Lois Lane. Et à partir du moment où on a créé une vraie galerie de super vilains pour Batman, des vilains qui reviennent en plus, les criminels plus typiques ont eu beaucoup moins de place. Jusqu'à Batman Year One et Carmine Falcone. La force de Falcone est d'être liée aux origines du personnage, que ce soit Batman ou même Catwoman.
Cela lui donne une force d'évocation qui manque à tous les autres petits criminels qui ont tout simplement disparu. Il possède aussi deux éléments distinctifs forts. D'abord un nom qui en jette, Carmine Falcone. Souvent répété, on est loin des simples boss des malfrats du Golden Age. Et puis surtout, il a un gimmick visuel. Les griffes de Catwoman dans la cicatrice ornent sa joue, qui joue ici le rôle d'un déguisement. Il n'a pas besoin d'avoir un costume pour qu'on le reconnaisse. Ce signe distinctif est présent, tout comme une simple allumette et des lunettes suffisent à transformer Bruce Wayne en Matches Malone. Carmine Falcone a reçu cette force du design, ce qui lui permet de survivre dans ce monde très concurrentiel du temps d'apparition en comics. Et il permet par ce biais de toujours représenter aujourd'hui la pègre et les criminels sans pouvoir de Gotham. Bien mieux qu'un Black Mask par exemple, qui lui a dû passer par le prisme du costume pour exister. Et bon, bien sûr, être lié à d'excellentes histoires comme Batman Year One, Un long Halloween, Amère Victoire ou même Catwoman à Rome, lui permet d'exister à la 41e place de ce classement. Numéro 40, Roulette. À la 40e place, un personnage plutôt récent dans l'histoire des comics, puisqu'elle n'a même pas encore 20 ans, là où la plupart affichent une soixantaine bien tassée. Roulette. Créée par Geoff Johns et Derek Aucoin lors de leur run sur la Société de Justice d'Amérique, elle incarne plutôt bien les valeurs de ses adversaires héroïques, à savoir l'héritage et un certain respect des règles. Même si c'est elle qui les pose, les règles. Niveau héritage, Roulette, alias Victoria Sinclair, pense être la petite fille de l'un des anciens membres de la Société de Justice, Terry Sloan, alias le premier Mister Terrifique. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit vraiment du sang du héros, mais elle se revendique comme telle en tout cas. En tout cas, il est clair qu'elle est bel et bien la petite fille d'une vilaine du Mister Terrifique de l'âge d'or, qui s'appelait Roulette elle-même. J'aime bien la notion d'héritage aussi chez les super-vilains, et elle marque parfaitement dans le contexte intergénérationnel de la Société de Justice. Même si en fait cette vilaine n'existait pas dans l'âge d'or et est une création de Geoff Johns, un peu comme on a pu créer Sentry chez Marvel qui est rétroactivement dans l'âge d'or de la maison d'édition. Roulette a pour particularité notable de diriger La Maison, un établissement de jeu pour super vilains où l'on ne parie pas son argent sur n'importe quoi, mais sur ce que vont faire les héros qui se retrouvent pris dans l'arène du coin. Qui va mourir et rejoindre le mur des vaincus ? Qui va survivre ? Vont-ils s'échapper ? Est-ce acceptable pour un vilain de parier sur le fait que les héros vont s'échapper et faire perdre la maison ? J'adore ce concept. On a vu le personnage revenir de temps en temps dans plusieurs séries, mais pas trop non plus, et c'est plutôt tant mieux. C'est le genre de concept qui est bon de façon modérée, qui fait plaisir à voir revenir, mais pas trop souvent. Et puis de toute façon, la maison ne rembourse pas. Numéro 39. Theo Morrow. Le docteur Theo Morrow, aussi appelé Thomas Oscar Morrow ou Tomek Ovadia Mora selon les époques, est un vilain qui a des initiales qui claquent. Tomorrow. Demain. Purée, pour un scientifique qui va commencer par inventer une télévision qui permet de voir l'avenir, ça se pose là. D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, la traduction française l'avait appelé DE-main. Ce que j'avais trouvé cool, mais j'arrive pas à retrouver, alors peut-être que j'ai inventé ça dans ma tête en fait. En tout cas, j'en étais persuadé à l'époque, c'est pour ça que, alors, petite anecdote sans lien, j'avais pris Superman pour demain, en pensant voir le vilain. Cruelle déception, pour le coup, je vous le cache pas. Mais bref, trêve de digression, le docteur Morrow, ce nom est décidément un nid à référence, est un scientifique un peu fou qui a touché un peu à tout. Grâce à l'écran de télévision qui peut voir le futur, dont j'ai déjà parlé, il a copié nombre de technologies avancées et a tenté de s'en servir pour commettre des crimes, ce qui lui a donné le titre de vilain. L'un de ses coups de maître, c'est la création de l'androïde Red Tornado, qui a été envoyé pour infiltrer la Ligue de Justice de l'intérieur et la détruire. Mais l'androïde développe une âme, thème qui me plaît dans la fiction, et se rebelle contre son créateur. Oh, il va avoir d'autres coups à son actif, comme d'autres androïdes, comme Tomorrow Woman par exemple, dans un excellent numéro de la Ligue de Justice de Grant Morrison, ou bien encore l'idée de vendre les technologies du futur à notre époque, ce qui va dérégler le continuum espace-temps, ce qui est la merde, mais sinon, ouais, on voit moins en ce moment quand même. Et à part des apparitions de ci, de là, comme dans 52, on voit finalement assez peu le personnage. Reste un nom qui claque sévère et une création, Red Tornado, qui perd sévère. Suffisamment pour être à la 39e place de ce classement. Numéro 38, Krona.
Ok, là on touche à du gros vilain cosmique. Et quoi? Seulement à la 38e place pour Krona? Vilain emblématique de Green Lantern? Bah ouais, en fait, c'est limite là le souci, en fait. Vilain emblématique, mais on fait pas grand chose avec. La plupart de ses apparences sont par le passé, Krona, ou des choses du genre, des flashbacks de ses actions passées qui sont souvent l'origine de bien des catastrophes actuelles. C'est par exemple le cas dans Crisis on Infinite Earths, où le personnage est à l'origine de la création du multivers, sont des personnages les plus importants dans l'intrigue, et en même temps quelqu'un qui ne participe pas à cette intrigue. Tout au plus trapatrie 2-3 personnes qui voulaient toucher à son ordinateur. Et ça, c'est dommageable pour un méchant, d'être présenté comme aussi passif. Pourtant, Krona a beaucoup de choses intéressantes pour lui. Il est un Malthusien, soit un des petits bleus, les gardiens qui gèrent le corps des Green Lantern. Il est donc immortel et doté d'une très grande puissance, comme on a pu le voir les rares fois où il a vraiment bataillé. Et en plus, il est d'une intelligence folle. Il a été créé en 1965 par John Brom et Jill Kane, dans un numéro super intéressant, Green Lantern 40, qui voyait aussi se faire réunir les Green Lantern de l'âge d'or et de l'âge d'argent, Alan Scott et Hal Jordan. On le voit souvent revenir en tant que grosse menace cosmique, comme dans Trinity ou encore Brightest Day. Il a même eu une place d'honneur en tant que vilain d'envergure dans le crossover entre la Ligue de Justice et les Avengers. Mais il est beaucoup trop utilisé passivement pour mériter une meilleure place que la 38e place dans ce top de mes vilains préférés de l'univers DC. Numéro 37. Trigon. Oui, je sais, j'enchaîne les noms un peu connus à des places un peu basses. Mais Trigon souffre un peu des mêmes problèmes que Krona en fait. Commençons déjà par le présenter. Trigon fut inventé en 1980, dans le deuxième numéro de New Teen Titans, la réinvention de l'équipe par Wolfman et Perez, passant de l'équipe un peu accessoire de l'âge d'argent à l'équivalent d'un X-Men niveau qualité. Trigon, c'est un être démoniaque surpuissant, qui cherche à s'incarner le plus souvent dans notre plan physique pour en prendre possession par le biais de sa fille Raven. Et Trigon, c'est surtout une immense saga des New Teen Titans, l'arc nommé a posteriori La Terreur de Trigon, où il a carrément réussi à conquérir la Terre, et ensuite, ce qui est fait avec Trigon, c'est vachement moins bien. On a beaucoup plus l'occasion de le voir contrôler sa descendance que d'apparaître en personne sur Terre, et voir Raven se faire posséder tous les 4 matins devient monotone. Bon, j'en rajoute, mais c'est mon ressenti. Trigon est néanmoins plus passionnant que Krona sur un point. Il est lié au destin de sa fille, et un rapport plus intéressant à elle que, par exemple, un membre de la même espèce que les Gardiens, et qui a fait sécession avant même que les Green Lantern ne soient créés. Autant vous dire que Krona, les Green Lantern, il en a un peu rien à battre, de base. Par contre, Trigon et sa fille, c'est autre chose. Il y a tout un jeu de corruption qui est mis en place, et c'est particulièrement intéressant pour le coup. Un côté intéressant qui transparaît même dans certaines adaptations, comme DC Universe Online ou les diverses adaptations animées ou live de Teen Titans. Et c'est pourquoi, même si au final il n'a pas été utilisé de façon intéressante si souvent que cela, Trigon est quand même à la 37e place de ce classement. Numéro 36. The Witch. Et pour la 36e place de ce classement, une menace plutôt récente puisqu'elle ne date seulement que de 2007. Mais ouais, elle m'a bien marqué. Et pas que moi d'ailleurs, puisqu'elle a été très vite adaptée en animation en tant que menace principale dans la saison 2 de la série Young Justice. 3 ans à peine après leur création. Faut dire aussi que cette race alien s'est rattachée à une des plus anciennes mythologies qui soit, celle des Blue Beetle, non aussi vieux que celui de Batman. En fait, cette race serait à l'origine du Scarabée, qui est lui-même à l'origine du nom des différents héros qui l'ont porté. En fait, c'est leur moyen de lancer l'invasion d'un nouveau monde, le Scarabée, de l'intérieur. Les Riches envoient des Scarabées, des sortes d'infiltrateurs qui fusionnent avec un être de l'espèce dominante sur la planète, afin d'infiltrer la dite planète, servir d'ambassadeur, gagner suffisamment d'informations sur l'environnement, puis cesser de faire semblant et l'envahir, soit par la force, soit par la ruse. Par exemple, sur la Terre, vu que leur agent est défaillant, oui, Blue Beetle c'est un gentil, c'est pas un agent extraterrestre qui veut tout, voilà, ils vont utiliser des substances chimiques pour engourdir la volonté des habitants lentement. Techniquement sur une période de 100 ans, pour que le changement passe inaperçu auprès de la population et surtout des super-héros. Très peu de numéros qui les contiennent, mais une excellente saga dans la série Blue Beetle
qui sera malheureusement salopé quelques années après par le changement New 52. Mais assurément, ces vilains méritent leur place à la 36e place de ce classement. En même temps, j'espère vraiment un peu plus d'exposition au soleil médiatique. Numéro 35. Metallo. Bon, soyons clairs. Quand je dis Metallo, je parle pas du vilain du numéro 6 de World's Finest qui a juste découvert un métal super dur et en a tiré un sérum de force. On est en 1942 dans World's Finest et cherchez pas la logique, vous vous feriez du mal. Non, forcément, je parle du cyborg qui a un cœur de kryptonite, l'ancien humain appelé Roger Corben. Oui, pas John. Je vais y venir. Parce qu'on s'est mis d'accord sur un nom actuellement, mais à la base c'était un peu le bordel. J'ai pas forcément envie de parler des versions de l'âge d'or, qui sont déjà des métallos dans l'idée, mais qui n'ont pas de cœur de kryptonite et sont principalement des mecs en armure. Ce n'est qu'à partir de l'âge d'argent qu'on va connaître le métallo moderne, un ancien humain du nom de John Corben, dont le cerveau va se retrouver dans un robot au cœur de kryptonite. Bon sang, je me demande bien de qui ça va être le vilain, avec une caractéristique pareille. Je veux dire, Green Arrow, il s'en fout de la kryptonite, comme tous les autres héros. C'est un méchant taillé pour Superman, et mine de rien, ça le rend moins menaçant dans un univers partagé. Par contre, le côté humain dans un corps robotique est intéressant. Il va vraiment en vouloir à Superman, et à un moment, il va mourir. C'est même son frère, le fameux Roger Corben que j'aime tant, qui va prendre sa place, voulant à tout prix se venger de Superman, qui le rend responsable de la mort de son frère. Ça va être la version qui va rester jusqu'à Crisis on Infinite Earth, qui va réinstaller John Corben, et je suis moins fan de cette version, qui est vraiment une petite frappe à la base, et qui du coup est méchant pour être méchant, sans l'idée de vengeance qui a motivé Roger Corben. Là on voit Metallo passer des pactes avec Néron et faire des trucs de vilain, juste parce que c'est un vilain. Et ouais, je trouve ça légèrement décevant. Néanmoins, le métallo de l'âge de bronze, Roger Corben, apparu en 1977, m'apparaît bien plus intéressant, et ça fait remonter le nom collectif à la 35e place. Numéro 34. Anton Arcane. Anton Arcane, c'est pas forcément le vilain le plus connu, mais il me plaît. En plus, c'est la némésis ultime de Swamp Thing, un personnage qui me plaît aussi beaucoup. C'est un sorcier, voire même un nécromancien, qui cherche l'immortalité, et que certains décrivent comme la personnification du mal. Bon, il faut dire que c'était à la mode dans les années 70 de personnifier le mal incarné. Anton Arcane fait une brève apparition dans le premier numéro de Swamp Thing, mais il brillera vraiment qu'à partir du deuxième numéro. Il s'agit d'un homme né dans le 19e siècle. Attendez-vous à entendre cela plusieurs fois pendant ce top. En tant que gamin, c'était déjà un horrible connard, et vieillir ne l'a absolument pas arrangé. Mais à la base, dans ce numéro, il n'essaye pas d'entourlouper le héros lors de leur rencontre. Son but est de récupérer le corps magique de Swamp Thing et de devenir l'élémentaire de terre à sa place, tout en redonnant son corps à notre héros, Alec Holland. Seulement ce dernier, une fois redevenu humain, s'aperçoit que le sorcier, il va vraiment foutre le bordel sur la terre, et va contrecarrer ses plans et redevenir, un peu à contre-cœur, la créature des marais. À partir de là, Anton Arcane, qui pour une fois qu'il jouait à peu près réglo, l'a un peu mauvaise. Et il va avoir de cesse que de vouloir se venger de Swamp Thing. Mais aussi de sa propre nièce, Abigail Arcane, qui est, soyons francs, la copine du héros. Même le fait d'être coincé en enfer ne peut arrêter sa vengeance. Il peut ressusciter des armées de créatures monstrueuses. Il est prêt à toutes les bassesses pour arriver à ses fins, même devenir un démon lui-même. Le personnage est fabuleux de méchanceté. Et c'est pour cela qu'il prépare sa vengeance à la 34e place de ce top. Et voilà, là je sens que je m'excite peut-être un peu trop. Je vous dis peut-être qu'on va peut-être faire une petite pause. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du top 42 de mes vilains préférés chez DC Comics. Ciao, bye bye.